Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Dans le cadre de sa mission au service éducatif des archives départementales du Doubs. Planoise 1960 à 1990, une véritable petite ville au sein de Besançon, Conseil général du Doubs, 2004. Étrangers de chez nous, l'immigration dans le Doubs et à Colombier-Fontaine, 1850 à 1950, Conseil général du Doubs, 2008. Aux éditions L'Harmattan. Chronique des jours immobiles, les nomades internés à Arquesnan, 1941 à 1943, 2011. Clair de lune, d'un ciel à l'autre, itinéraire d'une Vietnamienne au gré de l'histoire, 2013. Coécrit avec Tran Nguyen. Dédicace. À Guitou, Kiki, Alice et Cathy. Quand on raconte son passé, on ne le revit pas, on le reconstruit. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'invente. Ce n'est pas un mensonge. Au contraire même, pour faire un récit, on utilise les éléments du passé. Mais tout ne fait pas événement dans une vie. On ne met en mémoire que ce à quoi on a été rendu sensible. Boris Cyrulnik. Un merveilleux malheur. Odile Jacob, 2002. Prologue. Hôpital Tenon, Paris 10e, le matin du 21 septembre 1965. On nous conduit tous les deux à la morgue. Il est là, comme posé sur un tréteau couvert d'un drap blanc jusqu'au menton. Seul au milieu d'une salle nue à la lumière crue, il est comme en lévitation. Je laisse échapper un sanglot. Lucien est juste derrière moi. Il se tourne alors vers la personne qui nous accompagne, bien sûr. On revient l'après-midi pour la mise en bière. Pendant que Lucien s'absente pour les formalités, je reste auprès du corps. On l'a déposé dans son cercueil. Je reconnais cette froideur minérale découverte avec horreur 9 mois plus tôt. Curieux, fasciné même, je touche le front du défunt puis ses joues rasées de près. Je passe mes doigts sur ses cheveux bruns coupés courts. Tête de fou ne blanchit jamais, lui disait en plaisantant sa belle-mère. Je soulève sa paupière droite, l'œil est éteint comme délavé. Le vide. Disparu, ce regard qui nous visait et se vissait à nous, noir et brillant, insoutenable. Il y a 10 ou 15 ans, j'ai fait un rêve, énigmatique et proche du cauchemar. J'étais en possession d'un cadavre enveloppé de chiffon tenu par des ficelles. Je ne peux dire pourquoi, et comment il se trouvait en ma possession. Sa présence dans le placard de ma chambre était connue de moi seul. J'avais beau tenter d'en faire abstraction, au quotidien sa présence me pesait mentalement. Et que d'angoisse et de complications, quand survenait l'éventualité d'un déménagement. Puisqu'il me fallait revenir à ce fardeau, à ce cadavre qui était celui de mon père. Première partie. De père en fils. 47 années sont passées depuis ce matin de septembre 1965. Quasi une vie avant que je n'éprouve la nécessité d'écrire l'histoire de mon père. Car récemment j'ai eu 20 ans de plus que lui. J'étais devenu sexagénaire alors que lui n'avait pas atteint la quarantaine. Ainsi, à un moment donné, et comme à mon insu, il s'était produit en moi un renversement temporel, une inversion des générations. Mon père pouvait être mon fils. Et de là a surgi ce besoin, cette nécessité d'aller le retrouver là où je l'avais assigné, voilà maintenant presque 50 ans. Or à ma grande surprise, j'ai découvert que certaines zones de ma mémoire s'étaient abîmées. Alors qu'à un certain niveau de conscience, j'avais l'assurance d'avoir conservé une trace indélébile des événements les plus saillants de mon enfance, à mon grand désappointement je n'en retrouvais qu'une empreinte dégradée. Ma mémoire me livrait aussi de ces souvenirs pétrifiés, figés par les mots qui avaient servi à les évoquer, retouchés comme des dessins dont on a renforcé les contours et les couleurs, recouvrant ainsi de manière irréversible la trace originelle de ces évocations cérébrales du passé. Fort heureusement, bien de mes souvenirs n'ont pas subi ce traitement. Beaucoup d'ailleurs sont sortis indemnes de leur torpeur, grâce à ces papiers, photographies, lettres, jugements, actes de l'état civil, agendas, factures, notes que j'ai extraits de leur boîte en carton, provoquant une réaction en chaîne d'images, de mots et d'émotions jusque-là enfouis dans l'oubli. En plus de mes albums et de mes papiers personnels, je dispose des archives de Lucien, mon grand-père maternel. Sa correspondance est instructive dans la mesure où mon aïeul prenait la peine d'établir une copie manuscrite,
de la plupart des courriers qu'il rédigeait. Curieusement, on y trouve aussi des copies de sa main de lettres qui ne lui étaient pas destinées. Mais là n'est pas le sujet. J'ai dû encore me mettre en quête d'informations dans les centres d'archives. Archives départementales de Paris, Seine-Saint-Denis, Isère, Aisne, Loiret et Territoire de Belfort, ainsi qu'aux archives nationales à Fontainebleau. Ainsi, ai-je été amené à raviver, réparer, restaurer ma mémoire de ce temps lointain de mon enfance, à rétablir une chronologie, laquelle m'a contraint de réévaluer les durées et permis de retrouver ou de reconstituer plus ou moins arbitrairement l'enchaînement des choses, à corriger des défauts de perspective et de perception inévitables et considérables. Car le temps de l'enfant, tellement plus dense que celui de l'adulte, est comme détaché du temps de l'horloge et du calendrier. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre en mots l'histoire qui va suivre? À vrai dire, l'idée de le faire ne m'a pas manqué. Mais il y eut longtemps d'autres priorités. Et fort heureusement d'ailleurs. Car à coup sûr cela aurait abouti à un vain règlement de compte. Certes, aujourd'hui le besoin de comprendre et d'expliquer a pris le dessus. Mon souci d'objectivité est réel et je me suis préparé à tout réviser de mes jugements. Seulement ce passé que je vais réveiller comporte trop de zones d'ombre pour que je prétende atteindre quelque vérité que ce soit. Puis il y a cette incorrigible quête de sens qui biaise mon récit dès la première ligne. Il n'empêche qu'à tort ou à raison je me dois d'aller maintenant jusqu'au fond de cette histoire. Guy, mon père, est né le 19 avril 1926 à Pithiviers au domicile de ses parents 54 rue de Chartres. Le père de mon père, François Xavier, est alors propriétaire de l'usine à gaz de cette sous-préfecture du Loiret. Né en 1875 à Grenoble d'un chauffeur de chemin de fer de 40 ans et d'une cuisinière de 45 ans. Il est ainsi l'enfant unique d'un couple âgé, à une époque où l'espérance de vie est d'un peu moins de 41 ans pour les hommes et d'un peu plus de 43 ans pour les femmes. C'est en 1898, à Voiron dans l'Isère, qu'apparaît François Xavier à l'occasion de son mariage avec Maria Caillat, couturière de son état. Il se déclare alors cultivateur, tout comme son père, revenu au pays natal à Charancieux, toujours dans l'Isère, après une carrière dans les chemins de fer. En 1899, à la naissance d'un fils prénommé Raoul, François Xavier est employé à l'usine à gaz de Voiron. Le couple déménage ensuite à Tullin, à 13 km au sud-ouest de Voiron. C'est là, en 1901, que naît leur second enfant, Madeleine. Il s'avère que François Xavier est un mari brutal. Le jugement de divorce rendu le 9 juin 1920 par le tribunal de Château-Thierry révèle qu'en 1903 il frappe son épouse avec un manche de fouet, et qu'il la frappe à nouveau l'année suivante à coups de poing. En 1906, au recensement de Tullin, François Xavier apparaît comme négociant, cette activité portant certainement sur les sous-produits de la combustion de la houille et du traitement du gaz. Je retrouve François Xavier au début des années 1910 à Ferrand-Tardenois dans l'Aisne. Il est domicilié avec sa famille rue de la Gare, dans l'usine à gaz où il est employé. Le jugement cité plus haut mentionne de nouvelles violences conjugales en 1912 et 1913. Ces scènes se sont renouvelées et à plusieurs reprises le docteur Patron a constaté des traces de coups portés par Gagneux à sa femme. François Xavier a près de 40 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Il n'est donc pas envoyé au front, mais mobilisé dans la territoriale. En 1918, au cours de la seconde bataille de la Marne, Ferrand-Tardenois subit le feu de l'artillerie ennemie. Comme en témoigne une carte postale de l'époque, les maisons de la rue de la Gare ont été en grande partie détruites. Je ne sais dans quelle mesure la famille Gagneux a été touchée. Cependant, 2 jugements du tribunal correctionnel de Château-Thierry, des 15 et 29 mars 1918, révèlent des malversations de la part de Maria au cours de cette période. En effet, elle est condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour différents vols commis en 1918 à Ferrand-Tardenois. En janvier 1,5 kg de gruyère et un fichu, le 9 février un paquet de potage, le 10 février une demi-livre de beurre, et le 15 février une boîte de bonbons en chocolat. Cette peine est confondue avec 3 autres mois d'emprisonnement encourus pour complicité de vol de récolte et recel d'objets militaires. En 1920 donc, les époux Gagneux divorcent. François Xavier est alors directeur de la Société de récupération rationnelle du combustible dans les scories,
à Paris. Il est domicilié au Raincy en Seine-et-Oise, au 32 de l'allée Notre-Dame-des-Anges. Quant à Maria, elle réside toujours rue de la Gare à Ferrand-Tardenois. C'est François-Xavier le premier qui a demandé le divorce. À l'époque, le consentement mutuel n'est pas recevable. Une faute de l'un ou des deux conjoints est obligatoire. Ainsi, le mari fonde sa demande sur la conduite déplorable que sa femme a eue à Ferrand-Tardenois alors qu'il était mobilisé. Il invoque les actes d'indélicatesse, auxquels elle s'est livrée et qui lui ont valu une peine d'emprisonnement avec sursis. Maria fait alors une demande conventionnelle fondée sur les brutalités qu'elle aurait subies de son mari. En définitive, le divorce est prononcé au tort et grief réciproques, François-Xavier obtenant la garde définitive de Madeleine, leur fille encore mineure. À partir de là, Maria Caya disparaît de mon horizon généalogique. Lors de son mariage en 1926, sa fille Magdeleine déclarera sous serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de sa mère lui sont inconnus. Par ailleurs, la mairie de Ferrand-Tardenois m'a fait savoir récemment qu'elle ne disposait d'aucun acte de décès concernant la première épouse de mon grand-père paternel. Pour l'année 1921, la consultation du recensement nominatif de la commune du Raincy me permet de retrouver François-Xavier au 32 de l'allée Notre-Dame-des-Anges, où le situait déjà le jugement de son divorce. Il y figure comme chef de famille, directeur de la société mentionnée plus haut, cohabitant avec sa fille Madeleine, plus un fils Gilbert né en 1921 au Raincy, ainsi qu'avec une amie dactylo, Alice Liebengut. La présence de cette Alice ne me surprend aucunement, puisqu'il s'agit de celle qui sera un jour ma grand-mère paternelle. Par contre, l'existence de ce Gilbert est déconcertant. J'y reviendrai plus tard, car je voudrais maintenant présenter l'amie de François-Xavier. Alice est née le 9 septembre 1895 à Beaucourt, dans le territoire de Belfort. Elle est la dernière d'une fratrie de 7 enfants. À l'origine, les Liebengut étaient des Suisses protestants, mais il semble que les ancêtres d'Alice étaient catholiques lorsqu'ils arrivèrent dans la région d'Hagenbach au XVIIe siècle. En ce qui concerne ma grand-mère, je ne sais dans quelle religion elle a été élevée. Au recensement de Beaucourt de 1911, alors qu'elle a 16 ans, Alice est horlogère chez Japy Frères. Entre cette date et celle du recensement du Raincy, c'est une éclipse d'une décennie. Alice est de 20 ans la cadette de François-Xavier. Dans quelles circonstances se sont-ils rencontrés ? Je suis tentée de supposer que la jeune femme était employée par l'entreprise dont François-Xavier était le directeur. En tout cas, sauf erreur de calcul de ma part, leur rencontre date d'avant le mois de mai 1920, puisque leur fils Gilbert naît le 18 février 1921 à leur domicile de l'allée Notre-Dame-des-Anges. C'est en 2012 seulement que je découvre l'existence de cet oncle, comme celle des enfants du premier mariage de François-Xavier d'ailleurs. Mais à peine l'ai-je entrevu que j'apprends qu'il décéda 3 mois plus tard. Or cette découverte a réveillé en moi un souvenir ancien. J'ai tout au plus 4 ou 5 ans. J'accompagne mes parents dans un cimetière. Se déplaçant d'une allée à l'autre, mon père dit à ma mère, « C'était par là. » Il cherche l'emplacement d'une tombe, ne la trouve pas. Pour l'enfant que je suis, ce ne peut être que ma grand-mère Alice. Je sais qu'elle est morte et elle est la seule morte que je connaisse. En sommeil dans un recoin de ma mémoire, cette réminiscence est confrontée aujourd'hui à une perception du temps et de l'espace plus rationnelle. En effet, lorsque mon père cherchait cette tombe, le décès de sa mère, en 1953, remontait à 1 ou 2 ans au maximum. Or nous étions dans un cimetière proche de notre domicile, à Villemomble, dans l'actuelle Seine-Saint-Denis, alors qu'Alice était enterrée à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Je suis donc maintenant portée à penser que mon père était à la recherche de ce frère disparu, avant sa naissance. Le 3 septembre 1921, à Paris 10e, François-Xavier épouse Alice Liebengut. L'acte de mariage indique que François-Xavier est directeur de la Société de récupération rationnelle du combustible dans les scories à Paris, et qu'il est domicilié à Paris 10e, au 42 de la rue de Bondy. Or, en 1921 François-Xavier est recensé au Raincy. Pour des raisons qui m'échappent, il est amené à partager cet appartement parisien avec son beau-frère Paul Liebengut. En effet, ce dernier, à l'occasion de son mariage en 1922 à Vic en Haute-Marne, déclare qu'il est domicilié 42 rue de Bondy.
Je relève aussi que François-Xavier assiste à ce mariage, alors que son épouse, la sœur de ce dernier, n'est pas mentionnée. Quelles relations ont entretenu les deux hommes? Ont-ils été collègues? Est-ce Paul qui a présenté sa sœur à François-Xavier? Je n'ai aucune réponse à ces questions. Au 32 de l'allée Notre-Dame-des-Anges, le nouveau couple Gagneux cohabite avec Madeleine, la fille de François-Xavier, de 6 ans à peine plus jeune que sa belle-mère, ainsi qu'avec Marie-Rosine Liebengut, la mère d'Alice. Quant à cette dernière, elle est maintenant sans profession. C'est l'année suivante, le 23 octobre 1922, que François-Xavier acquiert l'usine à gaz de Pithiviers. Il a alors 47 ans. Une carte postale du début du XXe siècle révèle un bâtiment de modeste dimension. 25 mètres de long tout au plus, avec une grande cheminée. Des personnages s'affairent dans la cour, 6 ouvriers fixent l'objectif. Tournés vers eux, un homme en tenue de ville, coiffé d'un chapeau blanc à large bord, un document à la main, semble leur donner des instructions. Aux archives départementales du Loiret, j'ai eu entre les mains une lettre dactylographiée du 26 décembre 1922 adressée au préfet. En en-tête, éclairage, cuisine, chauffage, force motrice, vente de coke et goudron. François-Xavier expose qu'il aurait désiré, pour établir un travail rationnel et donner satisfaction à la clientèle, déplacer le cassage du coke et faire installer un matériel moderne répondant à tous les besoins. Puis il sollicite l'autorisation de procéder à cette nécessaire transformation. Je reconnais la signature de François-Xavier. Mon père en avait conservé le tampon qu'il utilisait notamment pour marquer ses livres. À cette lettre est joint un plan, un bâtiment pour les fours et le magasin, qui pourrait être celui de la carte postale, une cour au gazomètre, 2 ensembles bureaux habitation-jardin dont l'un donne sur la rue de Chartres et qui devait être l'habitation de la famille Gagneux, puis des hangars, des remises et un concasseur à coke. Au début des années 1920, l'utilisation du gaz par les ménages connaît son apogée. Or, le ministère du Travail, dans une lettre du 18 janvier 1923 relative à la demande d'autorisation de François-Xavier, estime que l'usine ne paraît pas susceptible de se développer, l'éclairage électrique devant dans beaucoup de maisons remplacer l'éclairage au gaz. C'est dans ce contexte que se situe l'acquisition par François-Xavier de l'usine à gaz de Pithiviers, production proche du déclin, reléguée à la périphérie des villes car malodorante et inflammable. Ainsi, charroi de houille, four de distillation, cuve, gazomètre et visage noirci constituent dorénavant le quotidien de la famille Gagneux. Madeleine est devenue majeure le 17 juillet précédent. A-t-elle suivi son père? Il est impossible de le savoir puisque le recensement à venir est celui de 1926, et que celui de Pithiviers a disparu. En revanche, l'état civil a enregistré son mariage le 28 avril 1926 à Bayonne, avec un certain Lucien Belleseur, horloger. Ensuite, je la perds de vue. Quant à son frère, Raoul, il y a aussi trace écrite de son mariage en 1938 à Puteaux, alors qu'il est outilleur, ainsi que de son décès survenu en 1950 à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Mais revenons à Pithiviers, où naît le 30 septembre 1924 une fille, Gilberte, qui hérite ainsi du prénom de son jeune frère décédé 3 ans plus tôt. Je ne l'ai pas connue. Mon père en parlera 2 ou 3 fois, tout au plus, laissant entendre qu'elle avait coupé les ponts. J'y reviendrai. Dès 1925, la concurrence de l'électricité avait poussé l'industrie du gaz à explorer d'autres créneaux. Ce fut notamment celui de la réfrigération vers 1930. Or l'usine de Pithiviers est vétuste. À lui seul, François-Xavier n'a peut-être pas la capacité financière suffisante pour entreprendre la reconversion de son entreprise. Est-ce cela qui le décide à vendre l'usine à gaz de Pithiviers? Ou des raisons plus personnelles, de santé notamment? Rien ne permet de pencher pour l'une ou l'autre de ces hypothèses. En tout cas, c'est en 1928 que François-Xavier cède son usine à une société parisienne, l'Énergie industrielle, dont le siège social est à Paris, au 29 de la rue de Rome. Guy a 2 ans lorsqu'il quitte Pithiviers avec ses parents et sa sœur. Il n'aura donc aucun souvenir de cette période. J'ai sous les yeux la seule photo de lui de cette époque. Se superposant à sa moue d'enfant contraint de poser, je crois discerner un air de perplexité, et dans ses yeux noirs, déjà, comme de la rancœur. La famille élit vraisemblablement domicile dans la commune de Villemomble,
qui jouxte le Rhincy en limite de la Seine et de la Seine-et-Oise. En tout cas, les recensements de 1931 et de 1936 la mentionnent au complet au 59 de l'avenue Gallieni. François-Xavier est maintenant directeur de l'usine à gaz de Villemomble, rue Charles-Hildevert, dont il ne subsisterait aucune archive. J'ai dû me contenter d'un plan du cadastre de 1944, sur lequel 3 cercles représentent les énormes gazomètres de l'usine. Les quelques souvenirs que Guy évoquera de son enfance se rapporteront essentiellement à la peur que lui inspirait son père. À une vie de confort et de luxe aussi. Dispose-t-on d'une voiture et de domestiques au 59 de l'avenue Gallieni ? Guy n'en a jamais parlé. Mais la rumeur confirmera qu'on y menait grand train, et qu'on y faisait souvent bombance. La maladie dut s'abattre très vite sur François-Xavier, car il est sans emploi au recensement de 1936. On a alors quitté l'avenue Gallieni pour une maison plus modeste, au 3 de l'allée des Limites, où s'incrustera dans la mémoire de Guy le souvenir d'un vieil homme dominateur et irascible, diabétique devenu aveugle et amputé d'une jambe. François-Xavier mourut le 13 mai 1938 à l'hôpital Laennec. Ses cendres furent déposées au cimetière du Père-Lachaise 4 jours plus tard. Cette précision ne pouvait être négligée, car elle confirme ce qui se disait de mon grand-père paternel, qu'il était libre penseur. Alice n'a que 43 ans au décès de son mari, et certainement doit-elle travailler pour subvenir à ses besoins. Peut-être est-ce aussi le cas de Gilberte, la fille aînée. Dans le mois qui suit le décès de son père, Guy passe les épreuves du certificat d'études primaires CEP. Il a alors 12 ans et sa scolarité est en principe loin d'être terminée puisqu'une loi de 1936 a prolongé l'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans. Ce qui contredit son sempiternel « À ton âge, 12 ou 13 ans cela a varié, je gagnais mon pain ». Alors a-t-il en dépit de la loi véritablement travaillé, dès l'obtention de son certif, chez un boulanger ou chez un boucher comme il le dira, évoquant aussi l'arrachage des betteraves et des messieurs gantés venus à cheval suivre l'avancement de la récolte ? À part ces minces fragments de souvenirs, rien d'autre sur ce que fit mon père après son certificat d'études. Autre question pour cette période charnière de la vie de Guy, a-t-il reçu la communion solennelle, ce rite de passage catholique concernant alors près des 9/10 de la jeunesse française ? Je n'ai obtenu aucune réponse à la demande de certificat que j'ai faite au diocèse de Saint-Denis. D'autre part, aucune trace de son baptême ne figure à Pithiviers. Le père de mon père étant libre penseur, je me permets d'en déduire que toute éducation religieuse était proscrite chez les Gagneux. Si tel a été le cas, Guy sera amené à régulariser sa situation au regard de l'Église lorsqu'il épousera ma mère. Quelle importance peut avoir cette composante de son éducation, spirituelle ou pas, dans la construction de sa personnalité ? Prudent, je me contenterai d'avoir évoqué ici le peu que j'en sais. Il y a vérité et vérité. Le monde a beau être plein de gens qui se figurent vous avoir évalué au plus juste, vous ou votre voisin, ce qu'on ne sait pas est un puits sans fond. Et la vérité sur nous, une affaire sans fin. Philippe Ross, La Tâche Gallimard, 2002. Un trou noir. En septembre 1939, la France entre en guerre. En juin 1940, elle perd une bataille mais pas la guerre, affirme depuis Londres le général de Gaulle. Il n'empêche, les Allemands envahissent notre pays. C'est l'occupation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.